que j'ai déjà développées, mais j'avais besoin de pouvoir achever un certain nombre de termes que je voulais utiliser à l'époque, et j'étais encombré par un certain nombre de personnes qui ne veulent pas entendre que la psychanalyse c'est quelque chose de nouveau dans notre histoire quand même, qu'on veuille ou non. Alors c'est d'abord cette notion des 4 discours. Plus 1, il a bien fallu ajouter plus 1, parce que après tout, vous verrez, je vous montrerai que le discours capitaliste, c'est justement pas un discours. C'est peut-être pas par hasard que Lacan l'a écrit très tardivement, explicitement au tableau, parce qu'il y a eu des grandes dérives par rapport à cette théorie, et enfin, je vous montrerai où ça se joue. Alors cette théorie des discours, bon, j'ai fait un petit peu une blague en disant que c'était devenu un moulin à vent, parce que c'est vrai que les psychanalystes s'en servent vraiment maintenant comme du prêt-à-porter, discours du maître, discours de l'hystérique, discours de l'analyste, enfin tout ça va bien, il n'y a plus aucun problème, quoi, hein, alors que c'est quand même très problématique. Alors, une chose dont je me souviens bien quand même, quand Lacan a mis ça au tableau dans sa première conférence de l'envers de la psychanalyse, donc en 70, c'était une façon pour lui de répondre, à mon avis, de répondre à Foucault en particulier, qui était rentré à l'Académie française avec un texte qui s'appelait L'ordre du discours, et qui était un texte où il faisait un petit peu une théorie de sorte de pavé comme ça, où il n'y a pas de sujet. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Que les discours, ça s'impose, il n'y a pas de sujet. Alors que la réponse de Lacan, justement, est de signifier qu'il y a toujours des sujets dans les discours, simplement ils ne sont pas logés à la même place, ils n'ont pas la même fonction, mais le sujet, on peut difficilement continuer à le folklore comme ça s'est passé dans le discours de la science. Ça a été, à mon avis, sa réponse, parce que Foucault avait suivi le séminaire de Lacan, et en 1966, dans l'objet de la psychanalyse, quand il a fait cette étude sur les ménines, il y a eu un petit accrochage entre lui et Foucault autour de l'interprétation du tableau. En gros, Foucault disait que dans les ménines, ça parlait du regard bien sûr, le regard passait, justement c'était la fonction du regard qui était prévalente et que c'était ça qu'il fallait retenir en gros. Alors que Lacan lui répondait que justement pas, ce qui était le sujet du tableau des Ménines, c'était la petite princesse, et tout spécialement enveloppé dans sa robe, la fente de l'impubère, que c'était ça le pôle central du tableau, et qu'il n'y avait aucun regard dans ce tableau qui se croisait. Il note ça d'une façon très importante. Ça montre que c'est un tableau fait par plusieurs plans différents, qu'il a juxtaposé, mais que ce n'est pas une composition totale. Voilà, je dis ça comme ça pour situer la façon dont Lacan se place à ce niveau-là. Donc en 70, en janvier 70, il vient à son séminaire sur l'envers de la psychanalyse. Il y a eu ce qu'il a appelé les mois de mai, 68, qu'il a interprété comme ça, les mois comme étant une manifestation subjective de catastrophique, enfin quelqu'un qui, quand il est dans les mois, il est plus très opérant. Et il a eu affaire aux étudiants, il a été le seul d'ailleurs de tous ces, disons, ces têtes pensantes, puisqu'à l'époque on peut en parler comme ça, qui ne s'est pas spécialement emballé autour de mai 68. Il a plutôt dit que c'était, après tout, une sorte de remue-ménage, sympathique, mais c'était quand même un remue-ménage. Et il a rappelé aux étudiants qu'il y avait des discours et que ces discours-là, il fallait savoir les tenir à l'endroit où ils se situaient. À l'époque, justement, on lui avait répondu qu'au fond, ces fameux graphes qu'il faisait, c'était que des bouts d'écrit et que ça ne comptait pas beaucoup. Il avait répondu, oui, mais n'empêche que l'encre des savants vaut mieux que le sang des martyrs. Et il se moquait de Jean-Paul Sartre, donc vous voyez qu'il était toujours dans les petites histoires de l'époque, qui envoyait des étudiants se faire casser la gueule par des appariteurs musclés. Parce qu'à l'époque, il y avait la gauche prolétarienne et tous ces mouvements, il s'est passé des drames, il s'est passé des trucs très graves.
des gens qui se sont fait tabasser, mais à mort, hein, carrément, à mort. Hein. Moi, j'en connais 2 personnes, une qui a été défigurée par un CRS qui lui a tiré à bout portant une bombe lacrymogène qui lui a écrabouillé le visage, et un autre de mes amis qui a été tabassé à Assas à coups de barre de fer, et qui a eu quand même les bras cassés, les jambes cassées. Enfin, ça a été très fort. Ça, c'était des côtés qui ont été quand même un peu dénoncés comme excessifs, parce qu'après tout, on disait qu'en mai 68, il s'était heureusement pas passé de choses trop graves. De Gaulle voulait faire tirer sur la foule. Hein. Il avait massé l'armée autour de Paris, et il y avait les chars. Mais enfin bon, Pompidou lui a dit bon ça va, le préfet de police a dit ça va, on tient le truc. C'est quand même un vaste rigolade. À part les mouvements marxistes-léninistes pro-chinois, dont certains de nos amis ont été les principaux membres, enfin bon. Donc, notion de discours, il les met au tableau. Il met ces 4 formules que vous avez déjà vues un peu partout, sans explication. Et puis, il commente ça pendant tout le séminaire. Je me suis dit quand même, il faut qu'on arrive à comprendre, parce que lui, Lacan, il faisait ces choses, il ne faisait pas forcément attention à son auditoire, il continuait sa propre pensée à lui, et il développait ses arguments en fonction de ce qui lui venait à son séminaire. Alors, il n'improvisait pas, bien sûr, mais en même temps, il avançait, il parlait, en gros, il parlait, et il avançait des trucs comme ça. Donc, comment c'est venu? C'est comme ça que je vais prendre la chose. Premier temps, disons, on va appeler ça une première période, même s'il ne faut pas périodiciser l'enseignement de Lacan. Le premier temps, c'est que je vais appeler ça le temps où Lacan avance sa théorie de l'inconscient est structuré comme un langage. Donc il faut qu'il fasse une démonstration, en lisant Freud, que vraiment l'inconscient est structuré comme un langage. Et c'est un débat que je reprendrai d'ailleurs un peu plus tard, qui est développé tout particulièrement au niveau de l'éthique de la psychanalyse, qui achève cette période que j'appellerais la première période, et où justement on passe d'une théorie, disons, des rapports du sujet à la structure langagière sur un mode nouveau. Alors, cette fameuse structure langagière, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui se détermine disons, du parasitisme langagier sur le corps, et que la langue qui est partout, qui nous précède et qui nous suivra après notre mort, la langue, elle, ne fait pas structure, ce sont des signifiants qui se baladent dans la nature, on pourrait dire ça comme ça, et c'est dans la rencontre d'un corps qu'elle se cristallise en une structure que nous appelons la structure langagière, nous, qui évidemment s'organise selon finalement les lois de la parenté. C'est un peu comme ça que Lacan se repère par rapport à Lévi-Strauss. Première période, quand vous voyez le développement du stade du miroir, Lacan situe les rapports du sujet à la structure, ou à la loi, si vous voulez, par rapport à l'autre, le grand autre, défini comme lieu de la parole. Alors, dans le schéma du stade du miroir, que vous connaissez tous, il faut bien comprendre que dans le discours de Rome, le premier discours de Rome, en 1953, Lacan situe, il développe son stade du miroir, il situe un sujet qui n'est pas divisé dans un rapport à l'autre, qui est le lieu de la parole, et avec l'intervalle imaginaire entre son moi, ici, et son image dans le miroir, en gros. Hein. Donc ce n'est pas un sujet divisé, le grand autre n'est pas un sujet divisé, et les lois du langage, enfin les lois de la parole, ce sont les lois qui conduisent le sujet, disons, à une réconciliation avec son désir, conformément à la loi, on pourrait dire ça comme ça, don de la parole, soumission à la parole, et grâce à la parole, la vie peut être possible,
et il se réfère bien sûr aux 10 commandements, hein, qui ont été dictés à Moïse. Les 10 commandements, ce sont les lois de la parole. Ce sont les lois de la parole auxquelles on n'obéit jamais, mais ce sont les seules lois, ce sont des lois qui permettent à ce que la parole perdure. Si vous mentez tout le temps, bah évidemment la parole perd de sa qualité. Si vous volez, si vous tuez, enfin toute une série de choses. Ça c'est la première étape. Et puis, dans son approche, disons, à partir de l'éthique de la psychanalyse, il y a une bascule qui va se produire chez Lacan. Il ne va plus parler de l'intersubjectivité, soit d'une relation symétrique entre le sujet et l'autre dans le stade du miroir. Il va parler justement d'un sujet divisé par le signifiant, dans un rapport à l'autre. Il est soumis aux lois du langage. Il s'inspire bien sûr des théories de la linguistique structurale de Jacobson, et ça va donner une conception nouvelle justement des rapports du sujet à l'autre. Les lois de la parole, c'est métaphore et métonymie, hein, c'est des grandes lois. Alors, ça c'est un truc très important parce que il va introduire la notion de sujet divisé, ici. Hein, le sujet est représenté, alors je vais le reprendre un peu plus tard, voilà. Le sujet est représenté par un signifiant. Voilà, le sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, c'est le S2, qui ne le représente pas. Il y a quelque chose qui échappe. Voilà la matrice d'une structure à 4 termes. Et c'est cette matrice qu'il va introduire ou insister là-dessus dans son texte avec Kant avec Sade. Dans Kant avec Sade, il explique que pour parler de la position d'un sujet, de l'ordonnance subjective d'un sujet, il faut une structure à 4 termes depuis que l'inconscient existe. Ça, c'est une chose très importante. Alors, c'est cette structure qui apparaît. Un changement s'opère dans son enseignement, bien sûr, puisque le sujet n'est plus le sujet de la conscience, le moi, en gros, on pourrait dire un sujet de la conscience, d'une certaine façon. Hein. Il démontre que non, l'inconscient, c'est un autre registre. Ce n'est pas du préconscient, c'est un sujet qui est en aphanésie, sous le signifiant qu'il représente, devant un autre signifiant qui ne le représente pas. Donc, la problématique du sujet est très complexe. Vous trouverez ça dans Subversion du sujet, dialectique du désir, ce passage entre les lois de la parole et les lois du langage. Texte fondamental qui fait quand même beaucoup de problèmes parce que il y a eu une première mouture en 58 et en fait Lacan il l'aurait publié dans une revue, moi je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs, il les a publiés en 66 dans ses écrits, or il a réécrit beaucoup de paragraphes. C'est entièrement réécrit pour les écrits. Hein, voilà. Alors, on arrive maintenant, je vais un peu vite, mais c'était pour vous situer la problématique. On va en arriver, donc, toute cette période où il va développer justement cette histoire de structure par rapport au grand hôte, au langage. On va arriver en 70. Je passe très vite, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout faire à la fois le premier jour. C'est pour me situer aussi, me resituer. On arrive donc à ce fameux séminaire, l'envers de la psychanalyse, qui est un séminaire passionnant. Et donc, il met au tableau ces 4 formules et les gens n'y comprennent rien. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, justement, quand on écoutait Lacan, comme il avançait toujours des trucs après, on était constamment pris à revers. Et maintenant, on a tout. Alors, on peut arriver à faire un petit parcours, on a une carte de géographie, on peut se dire, tiens, il dit ça là, il dit ça là, il dit ça là. Mais à l'époque, à chaque séminaire, c'était nouveau. Par exemple, il disait à Rome, le psychanalyste, la psychanalyse est un symptôme. Ensuite, il disait l'année suivante, il dit, j'ai jamais dit ça, c'est le psychanalyste qui est un symptôme et pas. C'était constamment des changements comme ça avec lui. Hein. Allez voir. Alors, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir à propos du sujet, c'est que il y a cette définition, il n'y a pas de théorie du sujet chez Lacan, contrairement à ce qu'on croit. Parce que la définition de le sujet représenté par un autre signifiant pour un autre signifiant, ce n'est pas une définition du sujet, c'est une définition du signifiant.
Et Lacan a varié dans ses développements du signifiant, parce qu'à la fin, le signifiant dont il parle, à partir de encore, justement, n'est plus le signifiant de la théorie de Jacobson. Et Jacobson, qui est présent à cette époque-là, séminaire encore, approuve la nouvelle définition qu'il donne au signifiant. Alors, je vous donne juste un petit aperçu, je développerai ça plus tard. C'est-à-dire que le signifiant, au départ, interdit la jouissance à celui qui parle comme tel. Hein, c'était ça sa formule. Il fait obstacle au signifiant. Et plus tard, au contraire, il va changer. Il va dire que le signifiant, au contraire, est cause de la jouissance. Et il donne une dimension nouvelle au signifiant, c'est-à-dire que le signifiant n'est plus là pour délivrer du sens, mais il est d'abord fait pour jouir. Et quand on parle pour jouir d'abord, et puis ça communique si on veut, mais c'est comme ça qu'il voit la chose. Donc on voit constamment des déplacements, des changements comme ça, dont on ne perçoit pas, ça a une ampleur considérable dans l'enseignement de Lacan. À la fin, le signifiant, ça va être quelque chose d'impossible à définir, parce que, par exemple, si on prend la formule « le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant », je pourrais vous dire que, par exemple, un signifiant, c'est toute la littérature analytique me représente moi, par exemple, comme sujet, auprès de Lacan, par exemple, voilà, qui ne me représente pas, bien entendu, parce qu'il ne m'a pas attendu pour exister, et j'en reste là, voilà, définition comme ça. Alors, ces fameuses formules des 4 discours, je vais le reprendre là. Je vais essayer maintenant de vous dire d'où ça vient, parce qu'il ne l'a jamais expliqué. Ça vient en fait de la parole. Alors, Lacan dit une chose, ça se passe, ça dans son séminaire ou pire. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de regarder la référence précise, mais je la donnerai. Il va partir de l'idée que, pas de l'idée, même de l'affirmation, que la vérité ne s'émet que d'un lieu de la parole. Il n'y a pas de vérité en dehors de la parole. Il ne faut pas confondre le vrai avec la vérité. La vérité, pour Lacan, concerne un sujet qui parle, ça se situe dans la dimension de la parole, même si cette vérité ne peut être que médite. Par exemple, si je vous dis « il neige dehors », vous allez me dire « mais non, il déconne, il ne neige pas du tout ». Mais si, ce qui est vrai, ce qui est la vérité, la mienne, c'est que j'ai dit qu'il neigeait dehors. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai ni réel. Hein. C'est comme ça qu'il faut entendre la chose. Et c'est pareil quand on écoute les patients dans les cures. C'est ce qu'ils disent. On ne va pas vérifier si ce qu'ils disent se rapporte à un réel. C'est à force de répéter les choses qu'on va cerner un bout de réel et qu'on va donc poser les choses d'une façon différente. Alors, toute vérité ne s'émet que d'un lieu de la parole qui est ici, je vais le situer ici. Et quand on parle, c'est un pôle que je dis. Vous voyez, ben là, ça va, là. Bon. Quand on se met à parler, cette parole se déploie selon 2 vecteurs. Un vecteur qui va dans ce sens-là, qui aboutit à ce qu'on appelle le signifiant, le semblant. Ici. Voilà. Et un autre vecteur, qui est ici, qu'on va définir comme un lieu de jouissance. Ici, semblant. Ici, jouissance. Donc, vous voyez les 2 versants de la parole. Un versant qui est soutenu par le signifiant, qui va délivrer, bien entendu, du sens, et un autre signifiant qui ne le représente pas, qui est le lieu d'une jouissance, la jouissance de parler, sur lequel il va donner d'autres définitions. Et dans toute parole, qui est ici, donc ici c'est la vérité, hein, la vérité médite, bien sûr, il y a un reste, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'arrive pas à dire. C'est ce qu'on appelle le reste, hein, qui est ici, comme une chute, comme une perte. On va l'appeler l'objet petit a, bon, on va aller rapidement comme ça. Ça, c'est ce que je suis en train de faire au tableau, c'est une façon de poser, c'est la technique de Lacan, de poser, d'écrire quelque chose qui est dans une dimension de la parole. C'est une écriture.
Donc quand il y a une écriture, comme il dit bien lui-même, il y a toujours une orthographie. Hein. C'est-à-dire que ça impose des règles qui n'existent pas dans la parole. Quand on parle, on ne fait pas de faute d'orthographe, on fait des lapsus, des choses comme ça, on change de mots, mais ce n'est pas du tout comme quand on écrit. C'est très important parce qu'il va donner à la dimension du discours la définition d'être un discours sans parole, alors qu'elle s'origine dans la cure d'un acte de parole. Nouveau discours qui s'émet à partir de la parole. Moyen de la parole, il a passé tout le début de son enseignement à parler fonction et champ de la parole et du langage. Ça montre que ça tient la route. Et on en est encore, dans les groupes analytiques, à se battre entre est-ce qu'il y a une prévalence de la parole ou au contraire une prévalence de l'écrit. Est-ce que c'était écrit avant et que la parole vient en second? C'est toujours la même problématique qui remue sans cesse et qui revient. Lacan, il a fait un enseignement oral, hein. Il ne s'est pas intéressé spécialement à ces séminaires du point de vue de leur perduration, de leur héritage. Il a donné ça à son gendre, mais lui, il n'a jamais repris ces séminaires, il ne les a jamais corrigés en public, il n'en a jamais vraiment parlé. À l'époque, il donnait à tout le monde disposition de ces petites transcriptions qui existaient, qui circulaient à l'époque. Tout le monde les avait, on les avait tous. Il lui-même prêtait ses propres transcriptions qu'il avait par l'intermédiaire de celle qui s'appelle la tapeuse de Lacan, là. Donc c'était vraiment dimension de parole, hein. C'est un enseignement oral, dimension de parole. N'empêche que on arrive avec la théorie des discours à l'acmé d'une période qui commence en 64, quand il vient parler à Normal Sup, jusqu'en 70, bon, ça fait presque 6 ans, où il essaye de poser que peut-être la psychanalyse, elle pourrait avoir une dimension scientifique, c'est-à-dire mathématique, et qu'on pourrait écrire des mathèmes, en gros, c'est ça que ça veut dire, c'est un terme qui n'existe pas en mathématiques, ça, qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires, où il y aurait quelque chose d'intégralement transmissible dans l'enseignement de la psychanalyse. C'est ça qu'il est en train... Il va arriver à un moment où il va écrire des mathèmes, les mathèmes des discours, et puis, dans les 3 ans qui viennent, il va renoncer au mathème. C'est quand même, il est toujours comme ça, lui. Il pousse un truc, et puis ça lui permet de basculer dans un autre registre, puisque après les mathèmes, on voit dans Oupire, qui est un séminaire atroce, quoi, parce que c'est les mathématiques, le nombre d'or, la série de Fibonacci, enfin, toute cette série de trucs, on n'en pouvait plus. Il était au tableau, il faisait des formules, c'était terrible. Il arriva encore, et puis tout est balayé, et on repart sur la jouissance et sur la logique borroméenne. Donc, je vous montrerai toutes ces petites articulations. Donc voilà, nous avons donc là, bien, d'après la définition de la parole, ça c'est un schéma de la parole, une formule de la parole, la fonction de la parole, une structure quadripartite. Il y a 4 termes. Un terme ici, qui est le lieu de la vérité, le lieu du semblant, le lieu du savoir et le lieu de la perte ou de la production. Perte parce que de toute façon, ce qu'on n'arrive jamais à dire, on le perd. Et on passe son temps à chercher à le dire, on y va de 36 façons différentes, et Lacan faisait pareil, il cherchait lui aussi à cerner ce qu'il loupait à chaque fois, donc il cherchait des formulations pour pouvoir le faire. Alors comment il va faire avec ce truc-là, lui? Ça, c'est une simple schématisation. Il va poser comme règle donc une structure quadripartite. Si c'est une structure et que c'est vraiment une structure, on doit pouvoir l'écrire. Et il nous dit la chose suivante, que dans notre espace à 3 dimensions, on ne peut poser que 4 points à égale distance les uns des autres. Pas plus. C'est une règle absolue. On ne peut pas en mettre 5, on ne peut pas en mettre 6, on peut en mettre que 4. C'est un truc tout... C'est le chiffre 4 est un chiffre chez Lacan qui reviendra toujours. Il aura toujours affaire au chiffre 4, y compris avec le nœud borroméen, puisque à la fin de son enseignement, il va se demander est-ce qu'il n'y a que 3 termes noués et que le 4e est implicite, ou est-ce qu'au contraire, c'est-à-dire le symptôme, ou est-ce qu'au contraire, il y a un 4e terme explicite. Autrement dit, la question est la suivante pour l'enfant.
Est-ce que le nouage borroméen, c'est-à-dire finalement la constitution de son inconscient, est-ce que ça se fait naturellement, ou est-ce qu'au contraire, il faut que l'enfant il apprenne à faire le nœud? C'est l'histoire de la problématique de l'Oedipe qui est posée là. Hein. Eh bien, il dit qu'il n'a pas la réponse. Il n'a pas la réponse, mais enfin, il a des idées là-dessus. Il voit que Joyce s'en débrouille autrement. Il voit que les artistes savent faire ça autrement. Et qu'il a maintenant une approche différente de la psychose. C'est-à-dire qu'après tout, dans la vie, un sujet, il faut peut-être qu'il apprenne à faire un nœud qui tienne la route, plutôt que de errer dans les registres de l'imaginaire, du réel et du symbolique. En gros, c'est un peu ça sa thèse. Donc ce chiffre 4 va toujours être présent chez Lacan. Alors, on en est là, je fais des allers-retours comme ça pour situer les choses, mais ça me paraît très important de le faire. Donc, on a ça. Donc ça, j'ai fait le premier schéma, je vais les marquer parce que sinon je ne vais pas me revenir, je vais revenir dessus après. Ça c'est le B. Non, c'est le B. Pour les garder en réserve. Une structure quadripartite. Bon, voilà, je reviens maintenant sur ce schéma-là. Les 4 termes. Hein. Il va les nommer, je vous les donne tout de suite parce que c'est comme ça, il le met au tableau, c'est comme ça. Donc la vérité, 1, un vecteur qui va vers là, ça c'est le fameux graphe de la parole, et là il va situer le signifiant, je ne l'ai pas marqué ici d'ailleurs, le signifiant comme semblant du réel, l'agent, l'objectif-là dans le discours analytique, ou le désir. Donc dans la parole, il y a un agent qui agence la parole quand même. Hein. Ça parle d'un lieu de vérité, mais c'est un sujet qui parle, qui dit des choses, qui s'avance, qui dit... Voilà. De l'autre côté, au niveau du 3, vous avez donc l'autre, le S2, ici. C'est l'autre, le grand autre. C'est aussi le lieu du travail. C'est aussi le lieu du savoir. C'est aussi le lieu de la jouissance. C'est-à-dire que c'est toujours ailleurs. On a toujours affaire à un savoir qui est ailleurs, dans un autre, qui nous est étranger, qu'on n'approche jamais. Alors il y a eu toute une série de thèmes philosophiques pour essayer de cerner la chose. Et ici, il met le dernier terme, donc une perte, une production, qui ne sont pas équivalents, mais qui sont rapportés à la même chose. Et un plus de jouir. C'est-à-dire que quand on parle, malgré tout, on gagne quelque chose par rapport à ceux qui ne parlent pas. Hein? Et dans la cure, c'est ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on arrive à grignoter, à faire comme ça un chiffrage de la jouissance qui ne soit pas trop forte et qui nous permette de nous déplacer dans le réel et dans le monde, et de mieux, on espère, mieux jouir de la vie. C'est pas toujours vrai, mais ça peut arriver. C'est vrai que les sujets qui ne parlent pas du tout s'en sortent très mal. Hein. Donc on apprend à parler dans la cure. Alors, j'en suis là. Je vais maintenant monter ma fameuse pyramide, là. Parce que... Je vais essayer de tomber ça. Ne vous tracassez pas de ce truc-là. En gros, je vais le faire très simplement. En gros, il dit, on ne peut situer dans l'espace à 3 dimensions où nous vivons, 4e dimension, c'est complètement autre chose, que 4 points qui sont situés, je me suis mal pris bien entendu, comme d'habitude, c'est une pyramide que je veux faire, voilà. J'y arrive pas. Bon, je vais recommencer parce que vraiment, bon, on va les mettre ces 4 points. J'aurais voulu pouvoir leur donner. Voilà. Donc il y en a, on va mettre 1, 2, 3, et puis le 4e, il est soit en avant, soit en arrière. Alors pour qu'on le voit mieux, on va le mettre en arrière. Voilà. 1, 2, 3, 4. Chacun de ces points
est dans notre espace à égale distance les uns des autres, dans notre monde à 3 dimensions. Ça, c'est une règle. Donc, il va falloir maintenant avancer un peu plus, c'est une façon d'écrire la chose. Il va falloir maintenant orienter, c'est une structure quadripartite, c'est la structure, ça, telle qu'il l'a définie. Il va falloir maintenant l'orienter. Pourquoi l'orienter? Parce que si elle est réelle, cette structure, elle subit les lois du réel, et par exemple, les lois du réel, le réel, il est toujours orienté. Le réel auquel on a affaire est toujours orienté, ne serait-ce que par exemple dans les lois de la gravitation. Vous savez très bien que nous sommes des êtres soumis aux lois de la gravitation, et que, on le sait avec les cosmonautes, quand on les envoie dans le ciel et qu'ils reviennent, ils ont des fois des problèmes corporels très graves, et si on ne les met pas sous pression dans leur fusée, le corps se disloque, et on les a vus, ils ne peuvent plus marcher quand ils rentrent, quand ils retrouvent la pesanteur. On leur a mis un niveau de pesanteur dans leur fusée pour qu'ils puissent vivre à peu près correctement, mais sur Terre, ils ne peuvent plus marcher. Les calivores, on les met dans des lits, hein, et puis des fois ça dure longtemps. Dans des caissons, on les met dans des caissons, en gros. C'est pour vous dire comment ce sont des lois du réel qui s'imposent. Je parle des lois de la pesanteur parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Nous sommes soumis à un réel qui nous oriente du fait de la pesanteur. Hein? Si vous vous baladez dans une forêt, par exemple, eh ben, si vous n'avez aucun moyen de vous repérer, si vous marchez dans la forêt, vous allez tourner en rond. Vous n'allez jamais pouvoir tourner en ligne droite. Moi, j'ai connu des gens, pourtant, qui sont des gens sérieux, on pourrait dire. En Bourgogne, un copain qui connaît très bien la forêt où il va régulièrement chercher des champignons et des escargots, mais il s'est paumé. Il s'est paumé un jour dans sa forêt. Il n'est pas arrivé à sortir de sa forêt qui n'était pas si grande que ça, alors qu'il avait l'habitude d'y aller. Il y est allé à une époque où ce n'était pas tout à fait la saison. Il s'est mis à tourner en rond. C'est très difficile. Alors je vous donne un conseil, quand vous vous baladez dans une forêt, il faut voir des lignes droites, il faut regarder où est la mousse des arbres pour pouvoir avancer en ligne droite parce que vous allez pouvoir sortir de la forêt. Donc ça c'est pour vous dire comme quoi le réel est orienté. Alors pour l'orienter, il va falloir vectoriser cette fameuse pyramide. Partir d'un point et faire partir des vecteurs pour qu'ils retrouvent les autres. Et il faut toujours garder une certaine symétrie et une équivalence entre chaque point. Si par exemple je pars d'ici et que je décide de faire partir 3 vecteurs, du 1 vers le 4, du 1 vers le 3, du 1 vers le 2, à un moment donné, dans mon écriture, je vais me retrouver avec un point où il y a 3 arrivants et pas 3 partants. C'est-à-dire que je vais introduire une asymétrie qui fait que ça ne colle pas. Il faut que ça reste, que ça colle. Alors la seule façon de le faire, c'est ça. La seule façon de le faire, j'avance un peu vite, mais c'est comme ça que je peux avancer. Il va falloir que je trouve un moyen pour permettre à cette structure de garder sa symétrie et qu'elle réponde aux lois du réel. Et la voilà, que je la trouve ici. Ici, par exemple, du point 1, attendez, le 1, puisqu'il est le 1, il est A. Du point 1, je fais partir 2 vecteurs, un vers le 3, un vers le 2, et alors il y a 2 partants, un arrivant. 2 partants, un arrivant. Ça, vous savez, vous allez le faire chez vous, hein, moi je le fais rapidement ici, mais vous allez vérifier chez vous que c'est juste. Du point 2 maintenant, du point 2, je vais faire partir, je vais lui faire, bon, il va y avoir un vecteur qui part, un vecteur qui arrive, 2 vecteurs qui arrivent. Le voilà, le point 2. Et chacun ensuite du point 3, c'est pareil, 2 qui arrivent, 1 qui part, c'est une règle d'écriture qui fait que j'ai retrouvé une symétrie qui répond à cette structure, à son orientation. Hein. C'est tout bête, c'est pas la peine de comprendre, vous allez le faire chez vous tout seul, c'est pour ça que j'arrive à le faire facilement ici, quoique je mette quelques aides, quelques petits trucs, c'est comme ça. Et j'arrive à ce fameux schéma de tout à l'heure, hein, le schéma des 4 discours de ce que Lacan nous a donné comme formule, c'est-à-dire la vérité vectorisée vers la jouissance, vers le semblant, et puis ensuite, du point de vue du semblant, il y a un vecteur qui part vers l'autre, un vecteur qui lui arrive du côté de la production, et un vecteur qui part ici
Donc lui, il y en a un qui arrive, deux qui arrivent, un qui part. Un qui part. Un qui arrive, deux qui arrivent. Vous voyez, les symétries sont respectées. Ici, il y en a un qui arrive, un qui part et un. Pourquoi on le met en guillemets comme ça, en petits traits? C'est parce qu'on l'a mis à plat, la pyramide. C'est une façon d'écrire qu'au fond, quand on la met à plat, c'est une écriture qui fait que c'est une mise à plat de l'espace à 3 dimensions. C'est ça que ça veut dire. Hein? Vous pigez ça ou pas? Vous pigez pas? Ce sont des règles, ce sont des simples règles d'écriture. Ça n'a rien d'important à retenir, simplement ce sont des règles, ça impose de l'écrire. On ne peut pas écrire n'importe quoi. S'il parle de la structure, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il écrit les choses de façon à ce que ce soit cohérent. Et on en arrive effectivement à ce qu'il a écrit d'emblée. Je vais prendre ces papiers. Voilà, je remets ça. C'est à ça qu'on aboutit, vous voyez? Ah non, mais ça c'est le schéma du miroir, ça ne va pas. Bon. Je vais la montrer à l'autre. J'ai des moyens. Donc, le signifiant ici, hein, qui représente le sujet, pour un autre signifiant, qui ne le représente pas. Donc je mets mes vecteurs maintenant. Voilà, un vecteur là, un vecteur là, un vecteur là, un vecteur là, et là, il n'y a pas de vecteur, c'est une mise à plat. Voilà l'écriture d'un discours. Le discours du maître, c'est ça. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. Hein, objet petit a ici. Ça, c'est une écriture donc, de la structure langagère telle que Lacan l'a définie, et il va en faire un usage tel que c'est une écriture bivoque. Il y a d'une part ce qui est réel dans la structure, c'est-à-dire ce qui revient toujours à la même place. Ça, c'est en référence à la théorie des Grecs et d'Aristote de la sphère des fixes. On se repérait les hommes ont toujours besoin de se repérer par rapport à quelque chose qui revient toujours à la même place. Que ce soit les marins, que ce soit les voyageurs, il faut que quelque chose soit stable, sinon on se perd complètement. Donc, ce qui revient toujours à la même place, la sphère des fixes par exemple, on voit bien que c'est un imaginairement réel. On a découvert plus tard que les astres ne sont pas tout à fait à la place où on les voit à l'œil nu. Puisqu'on prend des jumelles ou des télescopes, on voit qu'il y a un petit parallaxe qui se produit. L'astre n'est pas tout à fait à la place où on le voyait à l'œil nu. Donc vous voyez, pour faire des cartes marines, pour repérer les choses comme ça, il faut utiliser des instruments, mais ça vous donne une idée quand même que ce qui est important pour Lacan, c'est que ce qui revient toujours à la même place, il y a donc dans son truc, dans son schéma, il y a chaque pôle est une place. Il appelle ça un quadripôle ou un quadripède, qui ne sont pas des termes courants en mathématiques. Ça revient toujours à la même place. Et il y a aussi des fonctions. C'est-à-dire que S1 à cette place-là a une fonction, mais s'il le déplace par là, ça va avoir une autre fonction, un autre sens. S'il fait un déplacement des trucs, ça va être pareil. Et bien il va s'apercevoir tout simplement que si on fait tourner les lettres, en respectant les lois mêmes qui l'ont amené à écrire la chose, il va obtenir, je vais me servir des schémas suivants, je ne vais pas les refaire tous au tableau. Voilà. C'est ce qu'il nous a produit au tableau. Il nous a produit au tableau les 4 discours. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, il a écrit le discours du maître. C'est bien ici que je le trouve, oui. Le discours du maître, ici. Si je fais tourner les lettres dans le sens d'horloge du monde, progrédient ou régrédient, on peut le faire dans les deux sens. Si je déplace d'un quart de tour, voilà, c'est le fameux quart de tour, j'obtiens ici le discours mystérique. Si je continue, j'obtiens le discours analytique, et si je continue, je tombe sur le discours universitaire.
Voilà l'armature de ces fameux 4 discours qui lui donnent un repérage comme mathème dans les discours ambiants. Qu'est-ce qui s'est passé aussi pour lui? Il en a parlé à propos. Donc, vous voyez, dans chacun de ces discours, on peut donner des définitions, on peut donner des choses. Par exemple, prenons le discours du maître. Et voilà, dans le discours du maître, le maître se situe à ordonner le signifiant maître, donc il donne des commandements, il les adresse au sujet qui est ici, c'est-à-dire l'esclave. Tu travailleras pour moi, ton savoir sera à ma disposition, tu me fabriqueras des outils de guerre ou d'autres choses, et il y aura un petit reste quand tu auras produit ça, qui me reviendra, tu me le rendras également. C'est-à-dire que c'est la fameuse plus-value du travail des gens, comme ça, qui revient toujours à la place et au maître par rapport. C'est le travail en trop qu'on ne vous paye pas et qui sert à alimenter la machinerie comme ça. Voilà. Si vous faites un quart de tour, vous obtenez ce qu'on appelle le discours d'hystérique. En position d'agent, sujet divisé, qui produit des signifiants maîtres, donc qui interroge dans l'autre les signifiants maîtres. Au nom de quoi tu me dis ça? Au nom de quoi tu me donnes tel ordre? De quoi il s'agit? Donc toujours une interpellation qui va produire effectivement à ce moment-là un savoir, c'est-à-dire que c'est pour ça que Freud dit que l'hystérique produit un savoir nouveau et qu'il va inventer la psychanalyse, il va inventer le dispositif en disant ce qu'elle raconte, contrairement à ce que disent les médecins, ce n'est pas délirant, il y a un savoir qu'il faut connaître, et donc il invente comme ça la technique psychanalytique pour dire qu'il y a un savoir inconscient qui échappe toujours à tous les discours autres que celui de ce dispositif-là. Ici, vous avez le discours analytique. Faites toujours tourner les lettres ici. Vous les avez ici. Ici, position de semblant, l'objet petit a, c'est-à-dire l'objet à tout faire, en gros. C'est ça que ça veut dire. Cause du désir, tout ce qu'on voudra, ici. Le déchet, pourquoi pas, la production, le trop, le truc encombrant dont on ne sait pas quoi faire, on est encombré par ça. Ici, ça détermine un sujet, il y a un sujet qui est causé par ça, son être, le sujet, il ne sait pas ce que c'est, son être à lui, il est causé comme sujet, et lui, en parlant dans la cure, il va produire des signifiants, les signifiants auxquels il est lui-même aliéné. À repérer les amarres de son être, il va pouvoir changer dans la cure le cours de son histoire. Et tout le monde sait que dans les cures, les gens, brutalement, comme ça, à l'occasion, font des sauts qualitatifs ou même quantitatifs, font des sauts qui changent complètement la perspective de leur histoire. C'est vraiment une chose comme ça. Ici, vous avez le discours universitaire. Alors, vous voyez que chacun de ces discours est dépendant des autres. C'est des rotations qui ne se font pas. C'est pour ça que Lacan il parle de mathème. Il ne dit pas que c'est de la mathématique, parce qu'il ne fait pas de l'algèbre, Lacan. On appelle ça l'algèbre lacanienne, mais c'est une façon de parler mathématique pour essayer d'obtenir un appareil. C'est un discours logique, en gros. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire basculer les pièces dans n'importe quel sens. Sinon, on les détruit. Vous allez voir ce qui va se passer, justement, au niveau du discours capitaliste. Et puis, donc, ça tourne comme ça dans le discours du maître, dans le discours de l'universitaire. Ce qu'on demande à l'universitaire, c'est d'être porteur d'un savoir officiel. On ne lui demande pas d'inventer des élucubrations comme ça. Il faut qu'il délivre un savoir officiel, un savoir qui dépend du signifiant maître, c'est-à-dire de ce qui existe. Il y a les programmes, il doit enseigner ça. On permet des variations, mais par exemple, un psychiatre, comme j'en ai connu moi à l'époque, il ne peut pas enseigner l'antipsychiatrie en faculté de médecine. Ça s'est fait. J'aime mieux vous dire que les candidats, ils se faisaient balayer quand ils venaient passer leur mémoire. Parce qu'ils croyaient que ça n'existait pas, la psychiatrie, puis les types, pour les diplômes de psychiatre, par exemple, ils disaient non, on ne peut pas recevoir votre mémoire, c'est un truc de... Vous avez fait un travail d'hystérique, mais ce n'est pas un travail d'étudiant qui veut être psychiatre qualifié. Et tout, voilà, c'était comme ça. À l'université, c'est pareil. On ne peut pas vous faire passer un examen, à mon avis. On ne peut pas vous faire passer un examen de psychanalyse à l'université.
On ne peut pas vous demander de parler de la pulsion à l'université, comment on peut faire. Déjà chez nous, c'est déjà pas clair l'histoire de la définition de la pulsion. Donc à l'université, ça pose un problème que l'enseignement de la psychanalyse à l'université. On reviendra dessus, mais c'est un gros problème. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est la psychanalyse. On peut pas faire une question de cours sur la pulsion. J'en ai parlé souvent, je reviens dessus. C'est des faits de structure, c'est comme ça. Par contre, on peut apprendre la psychologie, par exemple. La psychologie, elle a des structures. Lacan, il en parle d'ailleurs, il dit, il y a des structures dans la psychologie, mais ce ne sont pas les mêmes que les miennes. C'est pour ça que j'en parle pas. Il critique pas la psychologie, lui. Il dit, ben oui, vous avez des structures, mais ce n'est pas les miennes. Ils ont d'autres types de structures. Moi, la mienne, c'est la structure langagière, c'est celle du sujet parlant, et ce n'est pas celle d'un cadre, disons, du discours du maître qui décide que les gens comme ça seront classés. Ceux qui ont une bonne vue seront pilotes, ceux qui ont une bonne ouïe, je ne sais pas ce qu'ils feront, ils seront aux écoutes, et ceux qui tirent bien au fusil seront des tireurs d'élite, j'en sais rien, moi, je sais de ce genre de classement qui existe. Bon. Donc ces 4 discours, on peut en écrire que 4. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 4 places. Donc à chaque fois, la place, c'est un réel. Ça désigne quand même une place imaginaire, mais réelle. Et la lettre prend un autre sens. Par exemple, si dans le discours de l'hystérique, le sujet, on peut parler du sujet qui parle un peu comme ça, comme il en a envie, il invente des trucs tout le temps, le mythe individuel du névrosé, par exemple. Dans le discours analytique, ça peut être repris, puisque on l'entend comme un fait de structure. Mais dans le discours universitaire, il n'en est pas question. Bien entendu, l'hystérique n'est pas admis dans le discours universitaire. Ce qu'on vous demande à l'université, là, il y a le professeur, ici, il y a l'étudiant, ce que Lacan appelle l'astudé, le petit astudé, donc le type qui est rendu studieux. Alors il en parle, il n'est pas très gentil, il dit que c'est un presque débile, dont on va faire un sujet barré par le savoir, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, il aura appris un certain nombre d'âneries, il sera barré par le savoir, et il va pouvoir faire son mémoire, et grâce à son mémoire, il va être reconnu à l'université, et quand il aura son diplôme, en médecine c'est pareil, il ne faut pas croire, hein, on peut ironiser, mais en médecine c'est ce qu'on faisait. On apprenait l'anatomie par cœur, on ne pouvait pas d'ailleurs l'inventer l'anatomie, on apprenait la chimie, la biologie, des tonnes de trucs à dormir debout, et puis il fallait avoir la qualification de médecin à partir d'examens stupides, dont on s'est aperçu d'ailleurs très souvent c'était pas ça, parce que l'anatomie ne correspond pas tellement à celle qu'on nous enseigne. Dès que vous êtes dans un bloc opératoire, vous vous apercevez que la veine porte n'est pas tout à fait à l'endroit où on vous l'a indiqué, et tout le reste, je voulais vous dire que toutes les théories qu'on a apprises, moi, dans ma génération, sur la chlorophylle et haute carbone, c'est des figures complètement folles, mais il suffisait de louper un truc pour ne pas avoir l'examen, alors qu'on s'est aperçu que ça ne tenait pas la route. Bon, vous voyez que chacun de ces discours dépend les uns des autres, mais qu'à chaque fois, ça change de sens. Le sujet dans l'hystérique, par exemple pour l'hystérique, n'est quand même pas le même que... Alors qu'est-ce que j'ai fait ici, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ça c'est... Dans le discours hystérique, c'est quand même pas tout à fait... C'est pas tout à fait le sujet dans le discours du maître. Dans le discours du maître, le maître, c'est lui le sujet, c'est lui le premier sujet d'ailleurs. Celui qui est assujetti au discours du maître, c'est le maître. Et Lacan dit que c'est un con. Il dit que c'est vraiment le con, le type qui est obligé d'obéir aux lois qu'il a éditées. C'est les fameuses étiquettes royales et toutes ces choses-là. Enfin, on connaît bien, on sait bien que ça fonctionne, ces trucs-là. Hein. Donc, vous voyez, tout ça fonctionne, c'est assez amusant comme truc. Et puis, est arrivé, effectivement, depuis 1900, à peu près, un peu avant 1900, à partir de la découverte de la machine à compter de... Comment s'appelle déjà ce type qui avait utilisé la machine à calculer là? Turing. Oui, ça a commencé comme ça. Travail à la chaîne, donc l'organisation du travail qui ne repose plus sur le savoir-faire ou sur la force de travail de l'ouvrier, mais sur le découpage de son travail à des fins très précises, sur un secteur très limité, le travail à la chaîne,
pour devenir un agent de la production qui surdétermine son travail, qui lui impose des formes de travail. Charlie Chaplin l'explique très bien, on voit le type, il ne tire pas le boulon, il se retrouve, bon, c'est rigolo, voilà. Alors il s'est passé un truc, c'est qu'il dit qu'il en a parlé beaucoup, il a évoqué le capitalisme Lacan, mais il n'a jamais, au départ, il n'a jamais écrit la formule du discours capitaliste. C'est-à-dire que de 70 à 75, c'est presque 5 ans, c'était beaucoup à l'époque. Personne n'a eu l'idée d'écrire la formule du discours capitaliste. Et chance inouïe, il est allé à Milan en 75, je crois, ça doit être en 75, oui, et il a écrit les formules, les quatre formules du discours, et il a écrit la formule du discours capitaliste. Enfin sauvé. Donc on a eu la formule écrite par Lacan de sa main, on l'a vu, qui est celui-ci. Et il va dire que c'est un discours du maître, parce que vous voyez que l'agent qui est au commandement, c'est le S1, comme dans le discours du maître. L'agent est là, mais il y a une variation, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Voilà, le discours du maître, il est là. Il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'il y a une bascule qui s'est produite, c'est-à-dire que ça a été perverti. Le discours du maître a été perverti, comme il le dit par la formule, par sa copulation avec le discours de la science. C'est-à-dire que, au départ, le maître s'adressait à ses esclaves savants qui lui fabriquaient les machines dont il avait besoin, mais petit à petit, ceux-là ont influencé le maître, ont adapté leur savoir au maître en lui disant « faut que tu le saches, ce savoir-là, petit à petit, ce savoir-là, justement, est devenu prévalent et a commencé à gouverner, justement, le fonctionnement le maître était de plus en plus dépendant de ses savants, comme ça se passe aujourd'hui. Donc vous pouvez le constater, constamment on demande aux savants, qu'est-ce que vous pensez d'eux? D'ailleurs il y a un comité d'éthique, c'est quand même un truc fou le comité d'éthique. L'éthique ça ne se pose pas en termes de technique, ça se pose en termes de sujet, de désir, pas du tout en termes de technique. Est-ce qu'on peut faire des greffes du rein? Donc, très bien, est-ce qu'on peut faire des grossesses extra-conjugales? Est-ce qu'on peut faire tas de choses comme ça? Est-ce qu'on doit faire telle chose? Est-ce qu'on peut utiliser tel type de médicaments? Et de plus en plus, ça prend le pas. Alors, discours du maître qui a été perverti par sa copulation avec le discours de la science. Difficile de piger ça. Premièrement, Lacan va dire que, au fond, le discours hystérique, c'est un des piliers du discours de la science. Ici. Vous vous rendez compte? Et il a raison, il dit, dans la science, le savant, il est en position de sujet, c'est lui qui invente les nouvelles formules, au prix de sa peau. Une fois qu'il a inventé son théorème ou sa formule, on s'en fout de lui, on donne le nom à la formule, et puis ça passe dans le discours courant. Les publications savantes ne participent pas du droit d'auteur comme nos œuvres culturelles habituelles en général. Vous avez trouvé une formule qui peut être utilisée, c'est ce qui s'est passé pour la fabrication de la bombe atomique quand même. Ils s'en sont mordus les doigts, Oppenheimer et même peut-être un petit peu Einstein quand même, d'avoir fabriqué cette bombe. Ils ont mis à la disposition de l'armée américaine une bombe qui quand même est toujours l'exemple typique de l'atrocité extrême, c'est l'extrême limite quoi, qui est atteinte par là. Il a mis à disposition, donc les Américains, ils n'ont pas peur d'utiliser ça, la menace nucléaire, pour gouverner le monde. Et on voit bien les débats qui se passent actuellement. Donc dans le discours capitaliste, donc discours hystérique, c'est le sujet qui invente. Il invente des formules qui vont passer dans le discours courant ou dans le discours qui est ambiant et qui va avoir des effets de détermination très importants sur ce discours. Donc quelque chose de perverti. Je l'ai écrit de la formule comme Lacan l'a écrite, elle est ici. Voilà le discours, voilà la différence qu'il y a entre le discours du maître qui est ici et le discours du capitalisme qui est ici, écrit là. Vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'il y a une bascule qui s'est produite. C'est-à-dire que dans le discours du maître, le signifiant est en position d'agent, alors que dans le discours capitaliste,
il est en position de commandement. Hein. Et puis ça se retourne. C'est-à-dire que c'est le sujet qui était assujetti au signifiant. Dans le discours capitaliste, c'est le sujet de la libre entreprise. C'est celui qui se dit « je suis le maître du langage ». C'est les publicitaires, c'est tous ces gens-là. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Je l'ai dit comme ça, je le dis comme ça, et puis c'est comme ça, et je l'impose. Donc, c'est un discours perverti. Seulement, vous comprenez bien que tant que la structure fonctionne, on a des repérages dans le réel, chacun. Hein, c'est-à-dire que quand un universitaire se met à déconner à plein tuyau, on ne sait plus où on est. Quand on est affaire à même à un médecin, par exemple. Si dans la médecine, il y a un mixte entre le discours universitaire et le discours du maître, parce que le médecin qui travaille dans le discours du maître, il ordonne, il fait des ordonnances. Hein. S'il se met à déconner en position hystérique en disant ben moi, écoutez, vous savez, moi j'ai inventé une médecine douce, on peut soigner les cancers avec de l'huile d'olive, ça existe. Non mais ça existe. Hein. Vous voyez bien que c'est complètement déconnant, il faut quand même qu'il y ait une petite attache comme ça. Il y a quand même des analystes qui font ça aussi. On va faire des analyses et on va guérir des cancers avec la psychanalyse. C'est quand même très problématique. On est dans des limites là, etc. Donc, tant que les quatre discours fonctionnent, ça va. Discours capitaliste, il se passe un truc, donc c'était le début du siècle, du XXe siècle, c'est celui-là qui devient dominant. Vous remarquerez que donc, tous les autres discours sont balayés. Parce que, par exemple, dans le discours capitaliste, vous avez l'agent, il est emprunté au discours hystérique. Hein? Ici, le S1 ici, il est emprunté au discours... Non, il n'est pas emprunté là, c'est cette première partie, parce que ça continue à fonctionner comme dans le discours du maître, à peu près. À ceci près que, par exemple, je vais revenir là-dessus, vous voyez que la circulation des vecteurs fait qu'une fois parti de l'origine, vous voyez qui est ici, à chaque fois que vous êtes parti de l'origine, vous faites un tour, mais vous ne pouvez plus revenir à l'origine. C'est-à-dire qu'il y a un point d'insertion dans le réel qui vous donne une certaine garantie de la valeur de la chose. Tandis que dans ce discours-là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ça circule en cercle. Voilà. Vous tournez en boucle. C'est un discours sans fin. Il n'y a pas de... Pour Lacan, il dit que ça y est, c'est réglé le truc, ça consomme tout, et ça va se résorber pour lui d'une façon démographique. On brûle tout, puis à un moment donné, on va se retrouver devant des situations absolument catastrophiques sur le plan démographique. C'est quand même un petit peu ce qu'on est en train de voir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on n'a pas besoin de faire de l'écologie, on voit bien que c'est plus possible. Hein. On ne peut pas continuer à entretenir des machines à produire de la plus-value, il n'y en a plus de plus-value. Alors, c'est ça qui est en train de se produire. Donc, perversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette structure-là, ça c'est des structures, hein, respectent la distribution normale des lettres. Ici, au contraire, ça a basculé. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est produit ce qu'on appelle un pervertissement du discours, c'est-à-dire que c'est ce que le processus même de la perversion, on subtilise à une relation symbolique qui s'impose d'une façon catégorique un lien imaginaire. Vous voyez? Et donc, ce n'est plus une structure. C'est une espèce de monstre, un monstre hybride, qui a les effets que vous connaissez bien. Hein. C'est ça qui est en train de c'est ça qui se produit. Et ça balaye tous les autres discours, parce que tous les autres discours, pour continuer à exister, sont obligés de lui répondre. Lui, il dit maintenant, ce que je veux, c'est que vous me fabriquiez des informaticiens, ou que vous me fabriquiez des gens comme ça, et tout ça, et tout le monde s'y met. Hein. Le seul discours qui n'est pas touché par le discours capitaliste, justement, c'est le discours analytique, qui est ici. Lui, il n'est pas du tout touché. Donc s'oppose actuellement dans le monde, qu'on le veuille ou non, ce discours-là domine le monde partout, y compris avec tous les compromis que font les analystes avec ce discours-là, et Dieu sait ce qu'ils en font, hein, et celui-là, le discours d'analyste. Voilà les deux, ce qui reste. Cela, ça ne fonctionne plus. Il faut bien vous le dire. Hein. L'université, c'est le désastre. Le discours du maître, regardez nos hommes politiques, on peut pas, ils font de la com, ils ne font pas de la politique, ces gens-là. Hein, faut pas non plus,
C'est plus les hommes politiques, c'est plus Périclès, c'est fini. On ne sait pas ce qu'ils font n'importe quoi. En tout cas, ils se présentent aux élections présidentielles, l'année suivante de leur élection, ils prévoient déjà qu'ils vont se réélire. Et donc ils vont orienter toute leur politique au regard de leur volonté de se faire élire à la prochaine. C'est quand même un peu énorme. Le tout sur la base d'informations qui sont de la pure communication sans intérêt. On ne sait pas ce qui se passe réellement. Moi, il m'est arrivé une drôle d'histoire récemment. À la FNAC, je peux pas trouver mon identité. Je vais acheter un produit. Si j'ai pas ma carte d'identité sur moi, mais que j'ai ma carte de la FNAC, je leur ai dit, mais je vous ai déjà acheté quasiment l'équivalent d'un yacht depuis que j'y vais à la FNAC. Je ne peux pas trouver mon identité. Ça n'a pas de valeur. Il faut que j'ai ma carte d'identité. Mais regardez dans le dossier, j'existe bien. Regardez, j'ai ma carte One de la FNAC. J'ai ça, ça et ça et ça. Ben non, ça n'existe pas. C'est quand même un drôle de truc qui est en train de se passer. Quand vous voyez comment maintenant on est en train de nous bousculer avec les passwords, on passe son temps à changer nos passwords. On ne peut plus accéder à... Moi, je me suis trouvé pendant 15 jours dans la folie totale. Je ne pouvais plus accéder ni à mon site, ni à rien du tout, parce que j'avais changé, je ne sais pas où, à un moment donné, un password sans faire attention, et que ça avait... Bon, vous voyez ce qui se passe. Alors, voilà, on a affaire à ça. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien, mais je vais en rester là, et on peut discuter si vous voulez. Ça, c'est des constructions que vous pouvez faire. Hein. Je veux dire qu'il n'y a rien à apprendre par cœur, il suffit de suivre les trucs. C'est pour ça que je l'ai fait sans note, parce que je pense que ça peut se retenir. Parce qu'il va trouver, il va lâcher ce truc-là, Lacan. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il va laisser tomber le truc. On peut dire qu'il laisse tomber ses mathèmes. Parce qu'il considère que tout n'est pas mathématisable et que la transmission intégrale n'est pas possible. Et il va même dire que la psychanalyse est intransmissible, puisqu'il est le pompon quand même, après 27 ans de séminaire public. Il nous a annoncé le dernier séminaire que intransmissible. 2 ans après, il faisait dissolution de son école, qui a foutu un joyeux bordel. Donc c'est pas rien tout ça, hein. C'est des effets dans le réel très importants. Mais à Rome, il a quand même, il avance un petit truc. C'est-à-dire qu'il est en train d'entrer dans sa structure borroméenne, dont je vous parlerai un peu plus tard, justement, et il va opposer, il va mettre en scène 3 grands discours. Il va mettre la science, la religion et la psychanalyse. Ce sont les 3 grands trucs auxquels il pense, mais dans un rapport à la structure borroméenne. C'est-à-dire que là, je vais le mettre ici. Je vais terminer là-dessus quand même. Bon, ça c'est utile. Hein. Ça veut dire qu'on a quand même intérêt à interpeller le discours universitaire du point de vue de la rigueur de son savoir. On a le droit d'exiger qu'un universitaire soit au courant des choses du savoir de notre siècle. Il est inadmissible qu'à l'université, des universitaires qui se disent tels critiquent, par exemple, disent à leurs étudiants, il ne faut pas étudier Lacan. Ils enseignent à l'université, ils n'ont pas le droit de dire à leurs étudiants, vous n'avez pas à étudier Lacan, ça c'est des escrocs. On peut admettre qu'on enseigne la psychanalyse à l'université, mais un universitaire ne peut pas barrer la route à un savoir qui existe, qui a fait ses preuves, il ne faut pas exagérer. Dans plein de disciplines, c'est comme ça. Hein. En médecine aussi, dans toutes ces disciplines-là, donc on peut exiger que l'université fonctionne avec une structure qui soit repérable. On peut demander aussi à l'homme politique de, écoutez, donnez-nous des clés politiques de ce qui se passe dans le monde et non pas de la com. C'est ça qu'on peut demander. Lacan, il n'est pas très optimiste hein, de ce point de vue-là. Alors, il va opposer 3 grands trucs. Il va faire son nœud borroméen comme un nouage entre eux. Ça, c'est quand? C'est Patrick. C'est quand, ça? Ça va venir à partir du discours de la 3e. Donc ça va être un de mes textes que je vais beaucoup utiliser parce que je l'utilise depuis toujours et que je trouve qu'il n'est pas assez exploité. Hein. Bon, mais ça fait rien. Donc, c'est à partir de 74 à Rome. Il a introduit le borroméen un tout petit peu sous une forme que je vous dirai dans Oupire.
Ensuite, encore, il commence à s'avancer sur le registre de la jouissance. Il a donné les formules de la sexuation. Donc, je vous montrerai comment on peut faire des montages des formules de la sexuation sur les 4 discours aussi, qui est quand même une petite percée intéressante, parce que ça sera plus que les mathèmes des discours, ça sera aussi des mathèmes de la jouissance. C'est intéressant de savoir, compte tenu des débats qui se passent autour du mariage pour tous et tous ces trucs-là. Donc c'est là, hein, Lacan, il est à la pointe de ces trucs-là. Donc il va situer le nœud borroméen, c'est un ouvrage réel, RSI. Hein. Réel, RSI. Il va mettre ici la religion. En gros, c'est que la religion, c'est un nouage borroméen, elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer. C'est-à-dire qu'elle réalise, par exemple, dans l'Eucharistie, par exemple, ou dans l'histoire du Christ, elle réalise ce qui de la parole, c'est-à-dire du Saint-Esprit, peut s'imaginer. Le Dieu éventuellement qui est au ciel. Voilà, ça c'est un truc comme ça. Et puis il va faire une rotation, on va la prendre. Alors la science, on va la mettre là. Il faut que je vois si je le mets dans l'autre sens, parce que il va mettre donc la religion ici. Il va mettre la science. Parce que de plus en plus pour lui, ce qui domine, c'est la science de maintenant. C'est-à-dire aussi bien les sciences économiques que sociologiques, que tout ce qu'on appelle science maintenant. C'est comme ça, c'est des sciences. Hein. Ça peut être pas tout à fait de la science pure, mais c'est quand même comme ça. Et puis la psychanalyse. Il va opposer les trois grands champs. Hein. Psychanalyse. Alors, voilà, la science. Oui. Il ne faut pas que je me trompe. On ne sait pas rien si je me trompe. Donc il va faire une rotation rétrograde, l'élogière. Ça s'écrit S, I, R. Vous voyez, j'ai décalé d'un cran. Hein, vous suivez ça? Et en dessous, la psychanalyse, donc elle va I, R, S. Ça vous va, hein, les rotations, hein? Ça correspond. Alors regardez ce qui se passe. Donc la religion, elle réalise ce qui du symbolique peut s'imaginer. Alors quand il parle de la religion, Lacan est tout spécialement centré sur la religion, la catholique romaine, qu'il considère comme la plus élaborée, la plus proche de ce qu'est la structure de l'homme. C'est pas Dieu qui est trinitaire, c'est l'homme qui est un être trinitaire. L'homme, il est constitué d'un nouage réel, imaginaire et symbolique, complexe, mais c'est comme ça. C'est pas Dieu. Le Dieu n'est pas trinitaire. Ça a été étudié par saint Augustin et par saint Thomas. On peut considérer que c'est pas lui. La Trinité divine, c'est un vrai problème, mais ce n'est pas un nouage borroméen. C'est beaucoup plus. Je verrai plus tard, je ferai ça. Donc, rotation d'un cran, on décale. La science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle symbolise les images, c'est comme ça que les ordinateurs travaillent dans la théorie des quanta, les images qu'elles se donnent du réel. Hein, c'est les fameuses figures photos que vous voyez du cyclotron du côté de Genève. Elles symbolisent les images qui se donnent du réel. Vous suivez ça? Ça va là? Ça me paraît à peu près comme ça. C'est aussi simplement dit, mais évidemment ça suppose des développements. Et quant à la psychanalyse, ben oui, qu'est-ce qu'elle fait la psychanalyse? C'est ce que dit Lacan. J'imagine, dit-il. Il ne dit pas je m'imagine, parce que ça c'est le fantasme. Il le dit aux gens. Il dit attention, là quand vous dites je m'imagine, vous êtes dans votre fantasme. C'est-à-dire que moi il dit j'imagine. Donc il se situe lui en position non plus de je m'imagine, c'est-à-dire qu'il serait trompé par son propre fantasme, mais que lui il estime qu'il en est à une place où il est tellement dans le réel, c'est ce qu'il dit de lui. C'est pour ça que les autres disaient qu'il était dingue, tout ce qu'on voudra, on pourra dire ça comme ça, et que lui, il imagine ce qui du réel, peut se symboliser. Et son problème, justement, à Lacan, c'est, il le dit à la fin de son enseignement, et il dit qu'il n'y arrive pas, il n'y est pas arrivé,
il pense qu'il n'a pas pu inventer un signifiant nouveau, vers la fin. Un signifiant nouveau qui lui aurait permis de faire un pas. Et l'objet Tita, hein? Non, l'objet Tita, c'est une lettre, c'est pas un signifiant nouveau. C'est déjà pas mal, il la revendique comme étant sa seule découverte. C'est la seule, il dit, la seule revendication que j'ai, c'est d'avoir nommé l'objet Petita, qui donc, la lettre est identique. Elle ne représente pas l'objet Petita, elle est l'objet Petita, et la lettre, quand on l'utilise en mathématiques, elle a toujours cette fonction. On ne s'y trompe pas quand on écrit en langue mathématique avec les lettres. Hein. Elle désigne bien le même réel partout où on l'utilise. Hein. Ça ne change pas. Et puis, donc, il le dit, il n'y arrive pas, il ne peut pas, il n'y arrive pas, et puis, pof, il dissout son école. Au revoir et merci, avec tout le merdier qu'il y a eu après, bon, c'est pas grave. Et voilà, alors, alors, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, attention, là, voilà. Hein. Donc, la psychanalyse, d'un côté, elle a affaire avec les bouts de réel qu'invente la science, et Dieu sait qu'il y en a des bouts de réel, elle invente à tous les jours des nouveaux bouts de réel qui nous empêchent de vivre. Donc il s'agit d'eux. Et la religion, en plus de ça, elle suit le truc, elle donne sens au réel de la science. On n'a qu'à voir comment, finalement, la religion, elle s'accommode bien des découvertes de la science pour lui donner une valeur. Hein. Ça, elle ne vient pas toujours vite, mais elle y vient. Elle accorde ça. Et donc la psychanalyse, elle est coincée entre la science d'un côté, ces bouts de réel qu'il faut contrer, et d'autre part, entre la religion, qu'elle ne peut pas entièrement démolir, parce qu'elle est un peu abritée par la religion. La psychanalyse, elle a un petit abri dans la religion, tout en étant athée. D'accord, il est athée, il n'est pas dans la religion, mais il connaît les religions. Donc il ne faut pas parler des religions n'importe comment. Il faut savoir comment on parle des religions pour pouvoir se situer par rapport à elles. Hein? Il y a des pays où vous n'avez pas intérêt à dire n'importe quoi sur la religion. En France, on a encore des marges de manœuvre, mais ailleurs, les types sont prises avec des histoires terribles, avec l'ascension religieuse. Hein? Donc voilà, donc il dit que la science produit des bouts de réel insupportables, irrespirables, qui nous empêchent de vivre. Et donc, il y aura de plus en plus de gens qui vont demander à faire des analyses. Parce que c'est le seul discours qui peut répondre comme symptômes, c'est des symptômes. Donc il faut que quelqu'un puisse répondre, c'est le seul discours qui peut répondre. Y compris dans le malaise de l'université, toutes ces choses-là. On voit bien qu'ils sont en train d'exclure des catégories entières de sujets qui ne répondent plus à leurs critères de sélection à l'université ou à l'école, par exemple. Hein. Ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Et en même temps, il faut qu'elle fasse avec la religion. Comment? Parce que quand il va à Rome, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'archiraté, comment ça s'appelle, la foire, et l'archiraté et l'espéranza, enfin, vous pouvez espérer ce que vous voulez, on s'en fout, quoi. Il est profondément athée. Alors l'athéisme de la psychanalyse, il faut le démontrer. Hein. Il faut le démontrer, l'athéisme. C'est pas facile de démontrer qu'on est vraiment athée. Est-ce que ça se démontre? C'est une question. Voilà. Ça, c'est la perspective qui va être la réponse de Lacan, à mon avis, à la difficulté qu'il a avec ces histoires de baptême qui lui paraissent plus probantes. Et pour revenir au discours capitaliste de la copie du discours du maître avec le discours de la science. Attends, je ne crois pas, vas-y. Pour revenir au discours capitaliste, dit par Lacan comme copulation, le discours du maître, si je me souviens bien, le discours de la science. Oui. Donc ça veut dire qu'il dit ça à un moment où il a laissé déjà tomber les baptêmes. Et il a déjà formulé comme ça ces trois discours. Il n'a pas laissé tomber vraiment les baptêmes, mais c'est vrai qu'il les utilise moins, il les garde. Parce que Lacan n'élimine jamais ce qu'il a. C'est pour ça qu'on ne peut pas périodiciser. Simplement, c'est des voies il bouge, et donc il faut le suivre. Parce qu'on peut utiliser aussi ces formules anciennes, on peut utiliser son stade du miroir pour comprendre des situations. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, il laisse tomber quelque chose. Oui. Non, parce que par rapport à ce que tu viens de dire, de la science qui produit des bouts irrespirables de réel,
Et donc de trouver une respiration possible, un espace-temps. Il parle même du poumon artificiel, il dit voilà. que la psychanalyse c'est un poumon artificiel, il dit l'expression. Hein. Mais de la même manière, est-ce qu'il n'y a pas l'opportunité d'une demande d'analyse pour des gens qui viennent voir un analyste, avec plutôt tous ces objets de Tita, pour le dire comme ça, créés par le discours capitaliste, en fait, qui sont interchangeables et qui aussi sont de l'ordre de l'irrespirable, pour certains. Ben oui. Il y a un malaise de la civilisation de plus en plus important. Par contre, est-ce que les psychanalystes sont à la hauteur de ce truc-là? C'est pas sûr. Parce qu'en même temps, ils sécrètent ses propres choix. Le discours capitaliste, il vous propose des tas de trucs, le massage, il vous propose les spas, les voyages à l'étranger, tout ça. Hein, il vous propose des tas de trucs. Hein. Il y a des tas de méthodes. Hein. Voilà. Est-ce que tu dirais qu'il y a une congruence des discours autres, c'est-à-dire capitalisme, universitaire lui-même, pour venir attaquer le discours analytique? Moi, je trouve que, par exemple, disons que, prenons les rapports de la médecine et de la psychanalyse, par exemple, hein, on va situer le discours médical dans son savoir du côté du discours universitaire et du côté de sa pratique, du côté du discours du maître. C'est-à-dire que le médecin, il examine un patient, il fait un bilan, donc ça il fait un tableau, et ensuite il va agir, il va trancher. Donc c'est le discours du maître, il fait une ordonnance, il donne un ordre en gros, c'est ça. Mais maintenant, avec les neurosciences, eux ils s'attaquent bille en tête à la psychanalyse, eux ils y vont, alors qu'avant ils ne bougeaient pas. Et que même les médecins, d'une façon générale, accueillaient la psychanalyse. Hein, à une époque. Ils proposaient d'ailleurs. Hein, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est le rejet massif de la chose. Au niveau du discours universitaire, il y a l'enseignement de la psychologie. Il y a quand même un compromis avec la psychanalyse. Ça fait des compromis. Je ne sais pas où ça va, ça. Hein. Je ne sais pas où ça va. En tout cas, la culture de l'évaluation est une culture qui empêche le travail analytique. Puisqu'on demande des évaluations, et donc on livre à tout le monde les cas cliniques, tout le monde a accès aux dossiers des enfants, des parents, tous ces trucs-là. Ça fait des gros problèmes, ça. Hein. Ça fait des gros problèmes. Moi, je n'ai pas connu en CMPP, j'ai travaillé en CMPP pendant 7 ou 8 ans, on était très tranquille. Quand une institutrice signalait un enfant, l'école n'avait aucun renseignement. Elle disait très bien, vous nous avez signalé un enfant. Très bien. On ne disait rien. L'enfant ayant consulté ou pas, on ne nous demandait pas ce qu'il est venu. Quand 2-3 fois les institutrices nous ont dit alors il est venu, on disait on ne peut pas vous répondre, on est tenu par le secret professionnel. Maintenant ça n'existe plus. Maintenant c'est pratiquement obligatoire de donner le nom. Comment est arrivé ce 5e discours? Justement, il est arrivé parce que c'est un constat de la pratique en fait. Lacan, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Lacan n'est pas quelqu'un qui progresse parce qu'il invente des formules. Hein. C'est que c'est quelqu'un qui, de sa pratique, met en question ce qu'il a déjà formulé. Par exemple, les lois de la parole et du langage, c'est vrai que ça fonctionne quand même malgré tout. Il s'est aperçu que dans la pratique, ça ne répondait pas complètement à ce qui se passait. Donc il a parlé des lois du langage, métaphore, métonymie. Ensuite, ces structures... alors les structures, je ferai un parcours, parce qu'il y a d'abord les graphes, il y a ensuite les circuits, là, les réseaux, ensuite il va tomber sur les structures meubiennes, ensuite il va tomber sur les structures borroméennes. C'est la clinique, il le dit toujours, ça vient de ma pratique. C'est-à-dire que quand ça ne le satisfait pas, il cherche, il fait des tentatives d'écriture nouvelle. C'est comme ça qu'il aborde le neuroméen, dont il dit par exemple, ça lui est venu comme bague au doigt,
il dit ça comme ça, hein, donc vaudois, et que ça existe, la famille Borromée, on sait que ça existe, hein, et qu'à partir de là, il essaye de voir comment on peut comprendre la clinique à partir de ça. Il y a eu des gros débats dans les écoles, et tout à fait dans la sienne. Il était rejeté, hein, il y a des gens comme Maud Manoni considéraient qu'à partir de 64, Lacan, il n'était plus psychanalyste. 64. Pas rien. Hein. Donc, il faut changer les personnes. Il faut changer. Le constat du capitalisme, ça se lit quand on lit les choses du monde. Hein. On peut les lire. Vous voyez bien que ce qui est dominant dans le discours capitaliste est quand même ce discours hystérique qui est celui de la libre entreprise, qui est celui de la publicité. Un type comme, comment il s'appelle, qui dit qu'il vend des rêves. Seulement, les rêves qu'il vend, ce n'est pas les rêves d'un sujet. C'est les rêves de l'industrie qui lui dit, voilà, tu regardes, tu donnes la belle voiture. Voilà, je ne sais pas quoi. Donc, il a articulé petit à petit. Il a d'abord assimilé son objectita à la plus-value de Marx. Au début, il n'avait pas sous la main encore. Il a fait la similitude. Ensuite, il a défini le symptôme non plus comme on en parle du point de vue psychopathologique classique. Il a dit que c'est une manifestation de quelque chose qui ne va pas dans le réel. Par exemple, il dit qu'une manifestation, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas dans une usine, par exemple. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, il se rapporte à Marx, et alors, il va expliquer un truc qui est très clair, très facile à piger, enfin, très facile à piger, j'en suis pas sûr. C'est que dans le discours analytique, justement, dans le discours capitaliste, qui est ici, la production, c'est-à-dire la plus-value, celle qui se capitalise, parce que tout ce qui est là est brûlé par les capitalistes, ils l'utilisent pour faire fonctionner leur machine, mais ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est l'accumulation de la plus-value. C'est pour ça qu'après, il y a de l'argent dans les banques, et on spécule, et finalement, ça devient plus important que le travail des gens. Hein. On gagne plus d'argent en faisant de la bourse qu'en travaillant. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, dans le discours capitaliste, c'est perdu pour le sujet. Quand vous travaillez, votre plus-value, vous la perdez tout le temps. Vous achetez une voiture neuve, vous mettez votre cul dessus, elle a perdu la moitié de sa valeur. Hein. Vous n'avez même pas conduit la voiture. Tandis que dans le discours analytique, à la fin du processus, c'est-à-dire que le sujet se débarrasse des signifiants qui l'encombraient, qui faisaient symptômes pour lui, et il récupère sa plus-value à lui. Il récupère son plus de jouir à la fin, enfin même en cours de route. C'est-à-dire qu'il gagne, il fait un gain à chaque fois, petit à petit. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il y a une opposition farouche entre les deux, parce que quand même, ça ne plaît pas beaucoup au capitalisme, la psychanalyse. Hein. Pas beaucoup. Hein. Parce que justement, c'est un discours qui s'oppose, qui fait grain de sable. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, bon, ça a un effet quand même. Hein, il y a quand même beaucoup de monde en analyse. Du point de vue de la culture, la psychanalyse, elle a quand même un certain impact, je pense, non? Non? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, oui? Je pense qu'elle fait partie de la culture. C'est un fait de culture. C'est un fait de Ce qui culture. rend sa place difficile à l'université, surtout si l'université s'effondre au point de ne pas pouvoir prendre acte qu'il y a des faits de culture qu'elle doit commenter. Voilà. Lacan, il est très sévère avec l'université. En mai 68, il produit un texte qui n'a jamais été publié, que j'ai récupéré, que j'ai mis sur mon site, qui s'appelle Une réforme dans son trou. Et il dit que le truc qui s'est passé au moment de la réforme Faure, Edgar Faure à l'époque, c'est que justement, il a introduit un découpage du savoir en unités de valeur. Autrement dit, alors que le savoir devrait constituer un ensemble cohérent, on en a un petit bout, mais c'est devenu des unités de valeur. Et que ça, c'est une façon de vendre le savoir au commerce. C'est déstructuré. Voilà. Par contre, on ne peut faire de commentaires que s'il y a l'hypothèse qu'il y a une structure. Voilà. Et c'est à partir de là, le commentaire étant impossible à l'université, il lui reste ça devient le service après-vente. Voilà. Les écoles analytiques sont touchées aussi par ce problème-là, parce qu'ils cherchent une clientèle aussi. En fait, par rapport à l'objet Kita,
qu'il est représenté là, dans le discours capitaliste, il y a quelqu'un qui le récupère quand même, non? Parce que vous dites que... Bah, c'est le capitalisme qui le Oui, récupère. alors que normalement, l'objet Tita est supposé être, c'est l'objet perdu, et qu'on n'est jamais la main mise dessus. Oui. Et donc là, c'est pas vraiment l'objet Tita comme cause de désir, non? Ben, c'est vrai qu'il il prend une autre fonction quand il est à ce niveau-là. Quand il est en position d'être cause du désir dans le discours analytique, c'est pas la même chose que quand il est produit comme objet, effectivement. Hein, c'est-à-dire qu'il faut voir que chacune des lettres, quand elle est à une autre place, remplit une autre fonction. Mais en même temps, ce qui est important dans la théorie des quatre discours, c'est que Lacan, il réintroduit ce qu'il appelle la considération du sujet. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire avec des liens sociaux dans lesquels le sujet n'y est pas. C'est ça qu'il dit. Ce ne sont pas des animaux, on ne peut pas les traiter n'importe comment, il y a des sujets là-dedans. C'est que c'est pas vraiment l'objet Tita tel qu'il est, cet objet qui suscite le désir, parce qu'il y a le manque, donc il suscite le désir. Peut-être c'est un semblant d'objet Tita, non? Dans le discours capitaliste. Récupérer son plus de jouir, c'est une façon de dire que, au fond, ce qu'on perd, on a déjà perdu. Donc il faut perdre ce qu'on a perdu. Comme ça soulage. Il y a de l'impossible d'une part, donc le réel est impossible, ça soulage. Et puis il faut perdre, il y a des choses à perdre, il faut les perdre. Il ne faut pas les garder, sinon on est malade. Si on capitalise des choses qui ne vont pas, on est malade. D'ailleurs, c'est très... Justement, ce qui est important, c'est que je vous ai situé dans ces discours, il y a quand même un impossible. Le fait de ne pas pouvoir revenir à l'origine. Donc il y a quelque chose de réel. Ça s'origine d'un point de réel impossible à rejoindre. Alors que dans le discours capitaliste, il n'y a plus d'impossible. Comme le disait notre ami Sarkozy, ensemble tout est possible. Et oui, la folie de vouloir revenir à l'origine, on appelle la radicalisation. On a les demandes, c'est les autres. Et cette folie, c'est une sudation du discours capitaliste. Il ne sert à rien d'essayer de l'explorer en cherchant les thèses du XIIIe, XIVe ou XVe siècle, ça nous échappe absolument. Ben oui. Il y a un domaine que je trouve intéressant par rapport à, qui à la fois illustre à quel point le discours capitaliste effectivement se feu de tout bois, et en même temps qui se fait avoir quand même parce qu'il reste un petit peu du sujet ou de l'humain, c'est l'univers de la mode. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a pas mal de modes qui reviennent, c'est-à-dire pour le prêt-à-porter, en vue du prêt-à-porter, donc du capitalisme à grande échelle, c'est-à-dire vendre dans le monde entier, où on va revenir à des designs que ma maman ou ma grand-mère même, des années 50 portaient. Et paradoxalement, ça vient, moi j'ai assisté comme ça à des discussions un peu transgénérationnelles, de fille à mère ou de petite fille à grand-mère, où alors que ça vient alimenter la machine à fric et à acheter le truc nouveau, qui lui paraît nouveau à cette gamine de 15 ans ou 16 ans ou 17 ans, de pouvoir avoir un nouveau sujet de discussion avec sa grand-mère ou avec sa tante, etc. Donc il y a peut-être un petit peu d'espoir quand même. Grâce à moi. Je ne suis pas désespéré. Que ça patine. Ça patine. Il ne faut pas être désespéré, il n'y a pas raison. Voilà, on arrête là. Je ne peux pas regarder.